Croyez-vous en l'enfer ou au paradis ? Indépendamment de l'appartenance à une religion particulière, de tels lieux hypothétiques existent dans le système de croyance de tout croyant. Que signifient pour vous le paradis, le Valhalla, l'Élysée, l'Yarou ou l'Éden, ou peut-être que tout cela n'est qu'une invention et qu'il n'y a qu'un seul paradis pour tous ? D'ailleurs, il est tout à fait possible que ce soit précisément cela que le télescope Hubble ait découvert au centre même de l'univers. Voici à quoi ressemble la demeure de Dieu selon la version de l'appareil orbital. Si l'on regarde attentivement, on peut même distinguer des rues et des maisons. N'est-ce pas là la civilisation intelligente que nous cherchons depuis si longtemps ? Les scientifiques débattent mais toujours. Est-ce un faux ou l'humanité a-t-elle découvert quelque chose d'effrayant ? La plupart s'accordent à dire qu'il s'agit d'une photo de la galaxie New General Catalogue 3079 avec un disque étincelant et éblouissant. Mais même si ces photos étonnantes ne signifient pas tout à fait ce que nous aimerions tous, cela n'enlève rien au mérite des télescopes modernes dans l'exploration du macrocosme, y compris de ses recoins les plus lointains. Par exemple, James Webb, l'observatoire orbital infrarouge dont le monde scientifique parle déjà comme d'une légende, n'est pas simplement le plus grand télescope existant à ce jour. Il a été conçu pour bouleverser notre compréhension de l'univers. Après ces découvertes, il serait presque temps de jeter à la poubelle les manuels d'astronomie et les travaux de certains scientifiques. Prenez par exemple les galaxies qu'il a découvertes à des distances records. Ce sont des objets portant les noms de code JADES, GC, Z14-0 et JADGC Z14-1. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a d'étonnant ici, d'autres télescopes n'ont-ils pas déjà découvert des galaxies lointaines ? Oui, mais pas exactement. Le fait est que ces objets, apparus littéralement 300 millions d'années après le Big Bang à travers les oculaires de l'observatoire orbital, se sont illuminés d'une couleur rouge vif. Cela signifie que les galaxies ne sont pas seulement remplies d'étoiles matures, mais qu'elles cachent aussi des trous noirs actifs en leur sein. Cependant, cela ne peut tout simplement pas être possible si l'on s'en tient à la théorie traditionnelle de l'origine de l'univers juste après le Big Bang. La formation d'étoiles métalliques était impossible, car il manquait le matériau de base nécessaire à leur apparition. En ce qui concerne les trous noirs, selon l'évolution de ces objets sombres et pas entièrement étudiés, ils apparaissent à la suite de la mort d'étoiles massives et anciennes. Cela ne correspond pas non plus à la théorie cohérente acceptée par plusieurs générations de scientifiques. Que révèlent de telles découvertes ? Elles montrent que nous devons tout réexaminer et corriger de manière fondamentale, car nos connaissances sont sérieusement dépassées et ont perdu de leur pertinence. Ce qui fait peur, c'est que de nombreux fondements de la science moderne reposent sur la théorie du Big Bang, et les remettre en cause rend imprévisibles les conséquences pour la science actuelle. Quelles mesures les représentants du monde scientifique prennent-ils face à ces nouvelles circonstances ? Des recherches ont déjà débuté dans ce domaine, révélant que les principales étaient les trous noirs. Il s'avère donc que ces objets ne se forment pas nécessairement à partir d'étoiles mourantes, ils peuvent de naître immédiatement énormes et actifs. Ce phénomène est appelé par les astronomes des trous noirs primordiaux. Cela ne ressemble-t-il pas à une tentative d'adapter artificiellement les données scientifiques existantes aux nouvelles informations ? Pour ceux qui viennent de commencer à regarder notre chaîne, il vaut la peine de clarifier un peu la théorie. Comment savons-nous à quelle distance se trouve une étoile, une galaxie ou un trou noir ? Comment mesurons-nous exactement la distance jusqu'à des objets incroyablement lointains avec un mètre ruban, une règle, un rapporteur ? Bien sûr que non. Nous nous basons sur la vitesse du photon de la lumière dans le vide. C'est précisément pour cette raison que les télescopes observent les objets non pas tels qu'ils apparaissent à cet instant. Un exemple simple, la lumière du soleil met environ 8 minutes à nous parvenir, par conséquent, nous voyons l'astre tel qu'il était il y a 8 minutes. C'est la même chose avec les galaxies lointaines. Il est remarquable que, pendant que la lumière de ces objets situés à des milliards d'années-lumière de la Terre nous parvient, il se peut que ces galaxies n'existent déjà plus. C'est assez difficile à comprendre, mais c'est ainsi dans le macrocosme. De nombreux concepts ne correspondent absolument pas à nos idées habituelles du monde. Qu'a encore découvert James Webb pendant ce temps ? Une des découvertes les plus marquantes concerne les planètes hors du système solaire.
Il est remarquable que de tels objets, nous ne les avions vus que de manière indirecte, ou nous supposions simplement que des exoplanètes gravitaient autour d'une étoile. Mais James Webb a réalisé une percée dans ce domaine et a photographié pour la première fois la planète HIPSIS 5426. À quoi pourrait-elle ressembler ? On suppose que sa taille est 12 fois supérieure à celle de notre Jupiter et que son âge est d'environ 21 millions d'années. À titre de comparaison, la Terre a 4,5 milliards d'années, donc cet objet est relativement jeune. La planète se trouve à 385 années-lumière de nous et elle orbite 100 fois plus loin de son étoile que la Terre du Soleil. Sur quelle autre planète relativement proche de nous les objectifs de James Webb ont-ils également été dirigés ? C'est une géante gazeuse dans la constellation du Phénix BCE ASP 96b. Le télescope a commencé par découvrir autour de la planète une épaisse couche d'atmosphère nuageuse, puis il a poursuivi en trouvant des preuves irréfutables de la présence de vapeur d'eau dans celle-ci. Ce que cela signifie en pratique, la réponse est évidente même pour un non-spécialiste. Cela signifie qu'il pourrait y avoir de l'eau sur la planète. À vous d'imaginer la suite. Il est surprenant que la planète ait une masse 2 fois moindre que Jupiter, mais un rayon supérieur de 20%. La température sur cet objet est extrêmement élevée, car WASP 96b se trouve 9 fois plus près de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Savez-vous ce que signifie le mot paria ? Ce concept peut s'appliquer non seulement à une personne, mais aussi à un objet cosmique. Prenez par exemple la nébuleuse New General Catalogue 1333 découverte par James Webb à des milliers d'années-lumière de la Terre. Nous connaissons cet objet depuis longtemps. Au milieu du 19e siècle, la nébuleuse a été découverte par Edward Schoenfeld. Malheureusement, il était auparavant impossible de l'étudier en détail, mais James Webb a corrigé la situation. Et qu'avons-nous appris au final ? Dans la nébuleuse, 6 objets auraient été destinés à devenir des étoiles selon les scientifiques. Mais quelque chose s'est mal passé et les réactions thermonucléaires à l'intérieur de ces corps célestes ne se sont pas produites. Ainsi, ces étoiles avortées sont restées sombres et froides. Les 6 objets situés dans cette nébuleuse sont actuellement des géantes gazeuses, chacune 10 fois plus massive que Jupiter. Savez-vous comment James Webb a réussi à laisser la question ouverte, et ce, au sens littéral du terme ? En fait, le télescope a un jour découvert dans l'espace un immense point d'interrogation. L'univers n'aime pas vraiment ce genre de configuration, donc les voir est une grande chance et James Webb a eu cette chance. Cette étrange forme est très probablement causée par une forme rare de lentille gravitationnelle, c'est-à-dire un phénomène où la gravité d'objets massifs déforme la lumière des étoiles en arrière-plan. Vous savez en quoi ? Le paradoxe de ce phénomène, c'est que pour permettre aux scientifiques terrestres d'observer ces galaxies en détail, c'est l'univers lui-même qui leur vient en aide. Grâce à ce procédé, l'objet découvert par James, situé à environ 7 milliards d'années-lumière de nous. Les nébuleuses, galaxies et autres monstres évoqués sont parmi les plus célèbres découverts par cette station orbitale, mais ils ne sont pas les seuls. Pendant un certain temps, James Webb a observé notre Jupiter, photographiant ses anneaux et ses aurores polaires, Saturne et Neptune, ainsi que des objets que, en raison de notre immaturité technique, nous n'avions pas pu voir auparavant. Il s'agit des piliers de la création, découverts pour la première fois par Hubble. Cette fois, James Webb a littéralement décomposé l'objet en pixels, révélant ainsi des zones de concentration de gaz et une étonnante lueur rouge en arrière-plan. Le télescope a également immortalisé le processus de formation stellaire à son apogée, capturant la protoétoile L1000 527 Ahin. En somme, depuis son lancement en orbite, James Webb a largement justifié tant les investissements consacrés à sa construction que les attentes de la communauté scientifique. Cependant, il convient de se demander ce qu'il adviendra de l'astronomie traditionnelle à l'avenir, surtout si l'on prend en compte les nouvelles découvertes, notamment des galaxies dans des régions si éloignées où de tels objets ne devraient théoriquement pas exister. La théorie du Big Bang serait-elle donc incorrecte ? Peut-être que l'univers n'est pas apparu à partir du fameux point de singularité, mais par exemple, à la suite d'une collision avec une anti-univers, ou bien le processus de sa naissance est cyclique et notre univers n'est qu'un parmi beaucoup d'autres qui apparaissent et disparaissent périodiquement. Il n'est pas non plus clair comment la matière est répartie dans le macrocosme.
ni si la matière noire est réellement l'ingrédient principal des galaxies. Pour répondre pleinement à ces questions, le format de cette vidéo ne suffira certainement pas, mais nous aimerions tout de même attirer votre attention sur un aspect. Selon les théories communément admises, le rayonnement fossile est réparti de manière relativement homogène dans l'univers. Cependant, il existe dans ces vastes étendues plusieurs zones anormales, comme l'axe dit du mal qui sépare les régions chaudes et froides du rayonnement fossile, ainsi que la supervide de l'Éridan. Un endroit effrayant avec une température proche du zéro absolu, des dimensions incroyables et un rayonnement micro-ondes exceptionnellement faible. Dans le monde scientifique comme parmi les conspirationnistes, tout le monde en a parlé. Sur la carte du rayonnement micro-ondes de l'univers provoqué par le Big Bang, dont nous vivons maintenant sur les vestiges, cette région froide est parfaitement visible. Il est possible qu'elle soit apparue à cause de la densité inhomogène de l'univers primitif. Mais ce n'est pas la seule théorie. Certains physiciens, oui, vous avez bien entendu, pas des conspirationnistes mais des physiciens, pensent que le supervide de l'Éridan n'est rien d'autre qu'une empreinte d'un univers parallèle situé au-delà de celui dans lequel nous vivons. Quoi que ce soit, parfois, des sons en proviennent. Ne faites pas de mythes, ne concluez rien, écoutez simplement. Les découvertes des télescopes Hubble et James Webb, la jonglerie avec des théories et des hypothèses, les tentatives de comprendre les lois de la répartition de la matière noire et de l'énergie, tout cela remet chaque jour en question les postulats astrophysiques sur lesquels la science orthodoxe s'est longtemps appuyée. C'est pourquoi il arrive parfois qu'on se demande « Est-il possible que tout ce en quoi nous croyions auparavant ne soit qu'une erreur statistique ou des imprécisions qui se sont glissées dans les calculs ?» Peut-être tout? D'où viennent ces galaxies fantômes, ces nébuleuses marginales, ces gigantesques points d'interrogation et autres objets atypiques? Pour l'instant, on ne peut tirer qu'une seule conclusion. La physique moderne comporte un grand nombre de problèmes non résolus. Nous espérons que c'est justement James Webb qui, avec le temps, aidera à les résoudre. Sinon, il faudra demander de l'aide à la demeure de Dieu, même s'il est évident que nos appels à l'aide n'atteindront pas leur destinataire de sitôt. Quel est le moyen le plus sophistiqué et le plus coûteux de devenir fou? Pouvez-vous me le dire? Un plan ingénieux, parfaitement adapté à quelqu'un qui a décidé de mettre fin à ses jours de la manière la plus spectaculaire possible. Inutile de chercher des options dans le palmarès du prix Darwin. Vous n'y trouverez pas ces méthodes. Il s'agit du futur vol des colons vers Mars. Mais pourquoi parlons-nous de cet événement grandiose sur un ton aussi pessimiste? Parce que l'optimisme dans ce cas n'est pas seulement indésirable, il est aussi fatal. Ce voyage sans retour mentionné n'a rien de commun avec tout ce que l'humanité a entrepris auparavant. Il recèle des dangers dont la liste complète nous est à peine connue. Surtout si on la compare à cette aventure cosmique. Prendre son petit déjeuner dans une cage avec des tigres enragés est ordinaire, mais comporte de nombreux préliminaires. Pour les terriens, Mars reste toujours le candidat le plus acceptable pour la colonisation. Quelles difficultés attendent les cosmonautes sur le chemin de leur objectif désiré? Combien de temps les astronautes devront-ils passer dans l'espace profond? Est-il possible de résoudre la plupart des problèmes liés à un long voyage? Et la question principale, qui atteindra Mars en premier, les humains ou des créatures dotées de l'intelligence d'une aubergine? Essayons d'y répondre brièvement. Sous-titre Dima Torzok. Alors, pourquoi précisément la planète rouge? C'est la question la plus simple parmi une multitude d'autres. Les conditions sur Mars ne sont pas accueillantes, mais au moins ces nuages ne vont pas arroser les colons de pluie sulfureuse comme c'est le cas sur Vénus. La journée ici dure presque comme sur Terre, il y a une alternance des saisons, cependant l'année elle-même est 2 fois plus longue que celle de la Terre. La faible gravité de la planète rouge joue également en notre faveur. Le lancement des vaisseaux depuis la surface sera plus facile. L'atmosphère ténue offre une légère protection contre les radiations cosmiques.
Les conditions ne sont pas paradisiaques, mais elles ne sont pas non plus infernales. Cependant, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le vol habité vers Mars n'est pour l'instant qu'un projet, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur le voyage lui-même. Savez-vous pourquoi nous avons parlé d'aubergines au début de la vidéo ? Parce que la plus grande crainte des scientifiques du monde entier concernant le vol vers Mars, et malheureusement elle n'est pas sans fondement, est que même en atteignant la planète rouge, les astronautes ne seront pas capables d'y atterrir. Sans évoquer l'organisation d'une colonie ou des recherches scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'en quelques mois de vol, les membres de l'équipage deviendront des patients du service de démence, vomissant sans arrêt et souffrant de la maladie d'Alzheimer. Et ce n'est pas une tentative de faire peur. Des scientifiques de l'Université de Californie à Irvine ont découvert, à la suite d'expériences sur des rats de laboratoire, qu'une exposition prolongée à des particules chargées similaires à la radiation cosmique provoque des troubles irréversibles des fonctions cognitives du cerveau et des dysfonctionnements du système nerveux central. Il est remarquable que les rats aient été bombardés de particules chargées pendant seulement 6 mois, et les résultats de cette exposition se sont révélés désastreux. Et pourtant, les cosmonautes devront voyager vers Mars, peut-être pendant 9 mois ou plus. Pourquoi commencer par le domaine cognitif ? Parce que le rayonnement est le principal danger qui menace les astronautes aussi bien dans l'espace ouvert que sur Mars lui-même. Et c'est donc lui, en premier lieu, qui peut entraîner l'échec total de la mission et la mort de l'équipage. Les radiations cosmiques n'affectent pas seulement le fonctionnement du cerveau, elles détruisent l'acide désoxyribonucléique des organismes vivants, provoquent des mutations irréversibles et entraînent une mort douloureuse. L'exposition aux radiations sur Terre sert d'exemple lointain de tels changements destructeurs. Rappelez-vous les conséquences glaçantes des frappes américaines sur Hiroshima et Nagasaki ou de l'explosion à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et pourtant, le rayonnement ionisant cosmique est bien plus intense. Et nous n'avons même pas encore parlé des autres problèmes d'un voyage extrêmement complexe et mortellement dangereux. On peut faire une analogie avec les premiers appareils qui tentaient d'atterrir sur la surface des corps célestes voisins par ignorance. Les ingénieurs les équipèrent d'une protection insuffisante et ne prenaient pas en compte de nombreux autres facteurs, ce qui faisait que les sondes étaient détruites soit dans l'atmosphère, soit quelques secondes après l'atterrissage. Mais une boîte de conserve écrasée, même si elle n'est pas bon marché, peut-elle vraiment être comparée à des vies humaines ? C'est pourquoi les scientifiques abordent l'organisation d'une mission habitée vers Mars avec beaucoup de prudence et sa préparation implique toutes les équipes de spécialistes, des physiciens quantiques aux docteurs en médecine. Comment les scientifiques prévoient-ils de résoudre le problème de l'exposition aux radiations ? L'état des cosmonautes, à bord de la Station spatiale internationale, ne peut pas servir de référence dans ce cas, car ils sont protégés de la mort invisible par le champ magnétique terrestre. Il est logique que la navette interplanétaire ait également besoin d'une protection. L'équipage aura besoin de médicaments pour protéger les cosmonautes contre l'apparition de pathologies cancéreuses et d'autres problèmes. Les éruptions solaires ont également leur importance. Si, pendant le vol, il se produit ne serait-ce qu'une seule émission majeure, la dose de radiation augmentera immédiatement d'un ordre de grandeur. Dans ce cas, la mission habitée vers Mars pourrait se terminer par la mort collective de l'équipage due à une maladie des radiations. Cependant, il y a aussi des nouvelles encourageantes. Les scientifiques ne baissent pas les bras et cherchent des moyens de protéger les astronautes sur leur chemin difficile. Une simulation informatique a été créée sur la base des données du rover Curiosity où les astrophysiciens ont tenté de modéliser comment les technologies de blindage fonctionneraient dans les conditions martiennes. Les résultats ont été encourageants. Il s'est avéré que les composites constitués de fibres synthétiques, de certains types de plastique et de caoutchouc reflètent de très bien les rayons cosmiques. Mais cela ne résout pas encore le problème des radiations pendant le vol, car il faut encore atteindre la planète rouge en traversant le vide de l'espace, parcouru par des particules tueuses invisibles. Quoi qu'il en soit, les recherches sur la production de composites efficaces pour protéger la navette interplanétaire se poursuivent. Vient ensuite le gilet anti-radiation de la société israélienne Stimred, le détecteur de suivi de la situation radiologique haute efficacité pour les particules aériennes et le développement d'un champ électromagnétique puissant par les spécialistes du Centre européen de recherche nucléaire.
Qu'est-ce qui aide les scientifiques dans leurs recherches? Un puissant superordinateur qui propose également le concept d'un écran actif non magnétique, c'est-à-dire un champ électrostatique. Actuellement, les astrophysiciens du laboratoire de propulsion à réaction de la National Aeronautics and Space Administration s'en chargent. Quel est le prochain problème auquel seront confrontés les futurs colons? C'est l'absence de gravité. Là encore, les membres de la Station spatiale internationale ne sont d'aucune aide sur cette question car ils se trouvent en microgravité qui imite vaguement celle de la Terre. La gravité est l'une des influences fondamentales sur le corps humain qui détermine son fonctionnement. L'absence de cette force invisible entraîne une réorganisation radicale de tous les systèmes, à commencer par le système cardiovasculaire. En apesanteur, le cœur doit travailler beaucoup plus intensément pour pomper le sang qui afflue principalement dans la partie supérieure du corps. À ce stade, une défaillance se produit, car le cerveau pense qu'il y a un excès de liquide dans le corps et commence à sécréter les hormones appropriées pour résoudre le problème. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, un obstacle mineur pouvant être résolu en ajustant l'hydratation. La situation est bien pire lorsque l'état d'apesanteur devient chronique et prolongé. C'est précisément ce qui attend les astronautes lors d'un vol vers Mars. Lors de la préparation du contingent, il faudra considérer la prédisposition génétique des membres de l'équipage. En raison de la perte osseuse qui conduit à la fragilité des os, en apesanteur, les os deviennent poreux et fragiles et les muscles s'atrophient. Tout le monde a vu des images montrant l'arrivée des cosmonautes sur Terre où, au lieu de courageux conquérants de l'espace, ce sont des personnes impuissantes qui rentrent chez elles, apprenant à marcher à nouveau comme de petits enfants. Qu'est-ce que cela implique? Il est évident qu'il était nécessaire de créer un champ gravitationnel artificiel ainsi qu'un champ magnétique. L'absence de ce dernier a un effet négatif sur le système nerveux végétatif de l'homme. Il protège également la surface de l'astre ou du vaisseau contre les radiations ionisantes. À ce sujet, quelques problèmes surviennent. Pour que le champ magnétique soit efficace, son diamètre d'action doit s'étendre sur 100 km. Dans ce cas, l'électroaimant serait tellement énorme et massif que son installation rendrait la mission elle-même impossible. Outre la gravité artificielle, les spécialistes ont mis au point des méthodes alternatives pour protéger les astronautes. Par exemple, la prise de médicaments qui réduisent le risque de maladies causées par l'apesanteur. Mais qu'en est-il de la barrière psychologique? Se peut-il qu'en raison du rayonnement cosmique intense, la maladie d'Alzheimer ne se développe même pas? Une navette pourrait atteindre Mars avec un équipage dont les membres se seraient entretués. L'équipage sera soigneusement évalué pour sa résistance au stress lors d'un long voyage dans un espace confiné ainsi que pour sa compatibilité. Mais il ne faut tout de même pas ignorer la probabilité de conflit. La moindre agressivité déclenchera aussitôt une explosion, comme une allumette dans l'oxygène. À cela s'ajoute la fatigue excessive, les blessures, l'insomnie, l'impossibilité de soigner correctement les maladies aggravées. Et surtout, l'éloignement de la Terre qui se fera sentir d'autant plus fortement que le vaisseau s'enfoncera plus profondément dans l'espace. Et si les appareils enregistrent soudainement un bruit étrange venant du vide? Comment réagiront les astronautes? Laissons la question ouverte. Que prévoient les scientifiques face aux éventuels problèmes psychologiques de l'équipage? Il est proposé d'équiper la navette de tableaux virtuels représentant le changement des saisons, de l'animer avec des sons terrestres, le bruit de la mer, le chant des oiseaux, etc. Et si on mettait en pratique le scénario d'Aldous Huxley, 1 gramme de soma et plus de drame? En d'autres termes, il n'y a rien de nouveau dans l'idée d'utiliser des tranquillisants. Déjà, en 1983, un médicament nosotropique appelé phénotropil a été développé pour les cosmonautes soviétiques, permettant de restaurer rapidement les fonctions cognitives et d'améliorer l'état psycho-émotionnel. Sur la Station spatiale internationale, une trousse de premiers secours est obligatoirement embarquée, comprenant des obturations temporaires, des antidépresseurs, des nootropiques, des stimulants augmentant l'activité physique et la capacité de travail, ainsi que des antibiotiques
anti-émétique. Il est évident que la composition de la trousse de premier secours pour les longs voyages spatiaux sera sérieusement révisée et améliorée. Seul le thermomètre à mercure ne fonctionne pas dans l'espace, mais la combinaison spatiale permet de contrôler la température corporelle grâce à la surveillance des signes vitaux. Enfin, nous avons énuméré tous les problèmes rencontrés pendant le vol. J'aimerais pouvoir dire cela, mais ce n'est pas le cas. Quelles autres menaces attendent l'équipage du vaisseau qui part pour Mars sans retour? Si l'on suppose que le vol et l'atterrissage se déroulent avec succès, la planète rouge elle-même n'accueillera pas non plus les colons à bras ouverts. Mars est un environnement assez agressif, qui n'est pas destiné à l'homme sans jardin, peut-être avec une protection appropriée. Réfléchissez-y, si les rovers martiens trouvent presque immédiatement de la poussière martienne à l'intérieur après l'atterrissage. Que va-t-il arriver aux poumons humains dans de telles conditions et dans quelle mesure les équipements fonctionneront-ils correctement dans les modules des colons? Et cela, nous ne l'avons pas encore dit. Des pannes critiques possibles de l'équipement, aussi bien en vol que sur place, dans des conditions de températures extrêmement basses. Sur Mars, la température moyenne est d'environ 60 degrés C et atteint 150 degrés C au pôle. Le plaisir discutable de devoir porter en permanence une combinaison pressurisée, car l'atmosphère sur Mars n'existe qu'à l'état nominal et sa pression est inférieure à 1% de celle de la Terre. De plus, malgré l'effet compensateur de la faible atmosphère et du régolithe, le niveau de rayonnement sur la planète rouge est 2,5 fois supérieur à celui de la Station spatiale internationale. Les colons devront aussi résoudre ce problème dès maintenant. Le rover Perseverance teste l'appareil innovant Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment pour produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne, ce qui sera très utile pour les futures missions, car en cas de succès, cela assurera le fonctionnement des modules. L'installation de filtres anti-poussière est prévue pour neutraliser les effets des tempêtes martiennes. Qui est prêt à investir dans cette aventure pour le moment? Quelles entreprises préparent des missions habitées vers Mars parmi les projets mondiaux? Un vaisseau spatial centenaire qui déposera des colons sur la planète rouge et poursuivra sa route vers l'un des systèmes stellaires. La fondation Inspiration Mars est une entreprise qui prévoit un vol habité autour de Mars, tandis que Mars One est un projet privé assez risqué, dans le cadre duquel une retransmission des événements sera organisée. Bien sûr, il faut également mentionner le plan prometteur d'Elon Musk développé par la société SpaceX. À votre avis, l'un de ces projets aboutira-t-il un jour et quand cela pourrait-il arriver? Que savez-vous de la solitude? En avez-vous peur ou au contraire, la désirez-vous? Si la deuxième affirmation est vraie, alors pensez que les désirs ont tendance à se réaliser immédiatement. À une distance incroyablement lointaine de la Terre se trouve un objet qui a quitté notre planète en 1977 et qui connaît désormais tout de la solitude. Et c'est Voyager 1, qui est actuellement la sonde la plus éloignée jamais créée par l'homme. Personne n'est jamais allé aussi loin dans l'espace, mais à l'échelle de l'univers, Voyager semble à peine avoir quitté le seuil de sa maison. En effet, les distances incroyables qu'il lui reste à parcourir ne sont rien comparées aux maigres 47 années de vol. Qu'aurions-nous vu si les caméras de la sonde étaient allumées? Quel terrible secret aurions-nous pu percer? Pour commencer, rappelons-nous comment tout a commencé. La sonde n'a pas été appelée Voyager par hasard, ce qui signifie voyageur, une errance éternelle à travers les recoins morts de l'espace. Voilà le destin peu enviable de cet appareil. À l'origine, la mission de la sonde spatiale automatique consistait à étudier Jupiter et Saturne. Et en effet, c'est Voyager 1 qui a pris pour la première fois des images suffisamment détaillées de ces corps célestes et de leurs satellites. Mais par la suite, compte tenu de l'excellent fonctionnement des équipements à bord de la sonde, il a été décidé d'élargir la mission. Ainsi, Voyager 1 est allé plus loin. Après avoir progressivement dépassé l'orbite de Neptune, située à 30 unités astronomiques du Soleil, la sonde s'est précipitée dans l'obscurité de l'inconnu vers la ceinture de Kuiper et les limites de l'héliosphère qu'elle a franchies avec succès à l'été 2012. En tout cas, c'est ce que montrent les données des instruments. Vous serez surpris, mais quoi donc? Pour atteindre la frontière conventionnelle du système solaire, même à une vitesse aussi incroyable, il a fallu 35 ans à l'appareil. Actuellement, Voyager 1 se trouve dans un environnement avec une densité électronique attendue de l'espace interstellaire.
Grâce à cela, nous pouvons entendre le bourdonnement lugubre émis par ce monde étranger. Bien sûr, la sonde a transmis cette information dans une bande de fréquences étroites, mais les scientifiques ont transformé le signal dans une plage audible par l'homme pour vérifier à quel point l'espace profond sonne de manière monotone et menaçante. Comment expliquer la longévité de Voyager ? Quelle est la seule source qui continue de l'alimenter ? L'alimentation électrique de la sonde est assurée par 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes dont le fonctionnement repose sur le processus de désintégration du plutonium-238 dont la période de demi-vie de cet élément radioactif est d'environ 90 ans. À l'heure actuelle, la puissance des générateurs représente une fraction de la valeur initiale. Ainsi, Voyager continuera d'envoyer des signaux vers la Terre, mais ceux-ci deviendront de plus en plus rares à cause de l'immensité des distances. Même aujourd'hui, le message de la sonde nous parvient environ un jour plus tard. À quoi ressemblent les messages envoyés par la station automatique ? C'est toujours le même code informatique composé de 0 et de 1 compilés dans des séquences différentes. Mais récemment, en novembre 2023 précisément, un dysfonctionnement inconnu s'est produit dans le fonctionnement de l'appareil. Voyager 1 a commencé à envoyer des amas chaotiques d'informations codées, ce qui a entraîné des rumeurs selon lesquelles la sonde aurait été capturée par des extraterrestres. Les scientifiques n'ont pas réussi à déchiffrer ce charabia, c'est pourquoi ils ont tenté une réparation à distance de l'appareil et ont réussi. Heureusement, seul l'un des 3 ordinateurs de bord est tombé en panne. C'est lui qui envoyait sur Terre un code binaire en boucle. Le problème était aussi qu'il fallait 45 heures pour recevoir un message de la sonde et envoyer une réponse. C'est pourquoi les premiers succès dans l'organisation du système des appareils de Tchoufstva n'ont eu lieu qu'après 4 mois, en mars 2023. Voici une autre preuve que, si la sonde veut vraiment vivre, la science est impuissante. Qu'a provoqué la panne ? Il se peut qu'il reste une trace extraterrestre dans cette défaillance. Les informaticiens de la National Aeronautics and Space Administration ont confirmé son existence, mais pas comme l'imaginaient les conspirationnistes. En fait, l'un des ordinateurs de Voyager 1 a été endommagé par une particule cosmique énergétiquement chargée, ce qui l'a empêché de fonctionner correctement. Il existe une autre version. L'équipement s'est tout simplement usé au fil des années, d'où la panne. Les scientifiques de l'agence spatiale ont résolu le problème en redémarrant le code après l'avoir divisé, car la mémoire limitée des puces de la sonde empêche un transfert massif d'informations. Les spécialistes ont piraté puis reprogrammé le système de Voyager 1. Admettez-le, après cet incident, l'expression « par des épreuves jusqu'aux étoiles » prend beaucoup plus de sens. Où se trouve Voyager 1 en ce moment et qu'est-ce que nous verrions si nous pouvions activer les caméras de l'appareil ? À la fin janvier 2025, la sonde se trouvait à une distance de près de 25 milliards de kilomètres, soit 166 unités astronomiques. Il y en a. Lors de la fabrication de Voyager 1, Ribidi Ford a été impliqué dans le processus de modification de Scholastica pour une longue période lors de la 5e étape. Des milliers de kilomètres tâches. La mafia a agi. Munich reçoit de l'énergie des comètes à longue période. Dans l'ensemble, l'existence de ce lieu mystérieux n'est pas confirmée de manière instrumentale et reste du domaine des hypothèses. Cependant, des données indirectes indiquent la réalité de ce nuage monstrueux. Voyager 1 a déjà traversé plusieurs ceintures sphériques, dont la première se trouvait entre Mars et Jupiter. La masse des astéroïdes de cette ceinture représente environ un quart de celle de la Lune. Mais cela n'est rien comparé à la ceinture de Kuiper, qui est 200 fois plus massive que la première et 20 fois plus large. Dommage que les caméras de Voyager 1 soient désactivées depuis longtemps pour économiser l'énergie. Sinon, dès 2004, lorsque l'appareil est entré dans la ceinture de Kuiper, nous aurions pu voir de nos propres yeux des planètes naines comme Makemake et Haumea. Et pas sous forme de petits points lumineux, mais de près, malheureusement. D'ailleurs, à propos des photos et des points lumineux, la photo la plus célèbre de Voyager 1 s'appelle Pale Blue Dot ou Point bleu pâle. Cette photo
a été prise en 1990 et montre la Terre à une distance de 6 milliards de kilomètres. Êtes-vous toujours sûr de tout savoir sur la solitude ? À la même époque, l'appareil a également envoyé une mosaïque de 60 images touchamment appelée le portrait de famille. Sur la photo, on voit le Soleil et plusieurs planètes. Jupiter, Terre, Vénus, Saturne, Uranus, Neptune, Mars et Mercure. À 6 milliards de kilomètres, leurs dimensions insignifiantes les rendent indiscernables à cette échelle. Ainsi, devant lui, sur la route, la sonde jumelle Voyager 2 franchira elle aussi cette sphère monstrueuse. Seulement, à un autre endroit se trouve le nuage d'Oort, considéré comme un objet du système solaire, bien qu'il soit situé aux confins les plus éloignés, au-delà de la limite externe du nuage d'Oort. Notre étoile n'a aucune influence sur les objets environnants, sa force n'est pas suffisante pour cela. Combien de temps faudra-t-il à Voyager 1 pour traverser le nuage d'Oort ? Au moins 30 000 ans. Réfléchissez seulement à ce chiffre invraisemblable. Pour atteindre seulement la limite interne du nuage d'Oort, Voyager 1 qui se déplace à une vitesse de 17 km par seconde aura besoin de 3 siècles à l'heure actuelle. Après cela, il devient tout à fait clair que, dans un avenir proche, l'humanité ne peut pas rêver de vols interstellaires. Mais que nous apporte cette information, à part stimuler notre imagination puisque nous ignorons ce qui pourrait arriver à l'appareil dans un endroit aussi dangereux. En fait, le nuage d'Oort est considéré comme la source des comètes qui parfois entrent en collision avec notre planète. Certains astrophysiciens estiment que de tels événements catastrophiques sont directement liés à la périodicité des extinctions massives des écosystèmes terrestres. Mais ce n'est pas tout ce que les scientifiques savent sur le nuage d'Oort. Ou, du moins, ils essaient de deviner quels objets étonnants pourraient se trouver à sa frontière intérieure. Tout d'abord, il pourrait y avoir une géante gazeuse appelée Tyché, du nom de la déesse grecque, qui orbite là-bas. Bonne chance pour l'année. Konstantin Batygin et Michael Brown, deux astronomes de l'Institut de technologie de Californie, ont confirmé la validité de l'hypothèse de l'existence de Tyché à l'aide d'une simulation informatique basée sur le mouvement des petits corps célestes au-delà de l'orbite de Pluton. Est-ce que Voyager 1 verra cet astre et confirmera à 100% cette hypothèse ? Et qu'en est-il de l'étoile Némésis, cet astre hypothétique qui graviterait autour du Soleil à une distance de 100 000 unités astronomiques? Et si elle aussi était un objet réel et non le fruit de l'imagination des astronomes? L'étoile Némésis est également souvent associée à des périodes régulières d'extinction massive d'espèces biologiques sur notre planète. Les astrobiologistes estiment que de tels événements se produisent environ tous les 26 millions d'années et que cet astre en est responsable. Mais comment exactement ? Les partisans de cette hypothèse affirment que lorsque Némésis s'approche du Soleil, elle perturbe les orbites des comètes du nuage d'Oort qui, en conséquence, pénètrent dans le système solaire interne et certaines d'entre elles finissent par entrer en collision avec la Terre. Il n'est pas étonnant que Némésis soit parfois appelée l'étoile de la mort. Mais le nuage d'Oort n'est pas la limite de ses ambitions de voyage. Voyager 1, bien sûr que non. Si la sonde parvient à sortir de cette zone dangereuse et totalement inexplorée, elle entamera alors un très long voyage en direction de la constellation de la Girafe. Il faudra des dizaines de milliers d'années à Voyager 1 pour atteindre Gliese 445 située dans la constellation mentionnée. Même si la sonde atteint finalement cet objectif, elle passera assez loin de celui-ci, à une distance de 1,6 années-lumière. Et pourtant, si les caméras aient été dirigées vers l'étoile Gliese, elles ressembleraient à ceci à travers les objectifs de Voyager 1. De plus, on suppose que dans la zone habitable de cette étoile, il pourrait y avoir des planètes où la vie existe. Les scientifiques avancent de telles hypothèses malgré le fait que Gliese 445 émet des rayons X. Après cela, l'appareil se dirigera vers la constellation de la Girafe et par la suite, il est fort probable que la sonde sera condamnée à errer éternellement dans la Voie lactée. Une chose est certaine, aucune gravité ne pourra plus attirer Voyager 1 dans l'espace proche du Soleil, il ne reviendra jamais sur Terre. Il est intéressant de se demander ce que, hormis l'étoile Gliese 445, l'appareil errant pourra encore observer dans la constellation de la Girafe.
Y a-t-il là-bas des objets inhabituels à étudier? Gliese 445 appartient à la séquence principale et c'est une naine rouge. Mais ce n'est pas le seul objet dans cette constellation. On y trouve aussi des supergéantes bleues, des étoiles doubles et même des galaxies spirales, comme par exemple New General Catalogue 2403. Parmi les objets inhabituels, il faut mentionner la cascade de Campbell, un astérisme en forme de longue chaîne composée de 20 étoiles que l'on peut observer avec des jumelles très puissantes. Imaginez seulement, Voyager 1 a une chance de voir certains de ces objets avec ses propres caméras. Quoi qu'il en soit, plus les sondes jumelles s'éloignent, plus les informations qu'elles transmettent à la Terre deviennent précieuses. En effet, personne vivant sur notre planète n'a jamais été dans ces endroits. Même si nous ne voyons pas ce qui entoure Voyager 1 en ce moment, les scientifiques peuvent tout de même, grâce aux données décryptées, se faire une idée des conditions dans ces lieux lointains et inexplorés. En somme, la communauté mondiale et nous-mêmes devons continuer à suivre attentivement le vol de l'appareil et à prêter attention à ce qu'il nous envoie périodiquement. Lorsque vous regardez des photos de l'espace, rien ne semble étrange ou inhabituel. Si ces questions vous ont fait réfléchir, regardez à nouveau ces images, mais vous ne remarquerez toujours rien. Voici un indice. Sur les photos d'objets dans l'espace, on ne voit pratiquement jamais d'étoiles. On pourrait penser qu'un fond d'un noir d'encre serait idéal pour que les points lumineux des étoiles soient bien visibles, mais en réalité, c'est un peu différent. Le fait que le grand public ignore pourquoi cela se passe ainsi engendre des théories ignorantes sur un prétendu complot et même l'idée que, soi-disant, personne n'est jamais allé dans l'espace. Les partisans de la Terre plate ont sursauté. Et tout cela, ce sont des légendes pour la masse. Mais qu'en est-il du fait indéniable que sur de telles photos, on ne voit vraiment pas les étoiles? Je me souviens des mots d'Enrico Fermi. Mais où sont-ils? Tous? Faisons d'abord une digression. La vue du ciel depuis la surface de n'importe quel objet cosmique ou depuis un vaisseau spatial sera différente de ce que nous connaissons sur Terre. Ce n'est un secret pour personne que le monde en dehors de la planète Terre n'est absolument pas à l'échelle humaine. Cette caractéristique peut également s'appliquer à ce que l'on pourra voir en l'observant. Par exemple, si nous regardons Vénus depuis Mercure, sa luminosité sera au moins 15 fois supérieure à celle que nous voyons depuis la Terre sous notre angle de vue. Et le ciel d'Amalthée et de l'un des satellites proches de Jupiter sera pratiquement entièrement occupé par la géante gazeuse. Donc, tout est relatif dans cette question. En ce qui concerne les étoiles, l'exemple le plus connu cité par les adeptes des théories du complot, convaincus que tout le monde ment autour d'eux. La photo du ciel lunaire prise depuis le vaisseau américain Apollo 8. Vous voyez des étoiles dessus? Eh bien, nous non plus. Nous ne les voyons pas. La question est pourquoi? Quand la question a été posée aux astronomes d'Apollo 11 Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont répondu ainsi. Ils ont prouvé le fait que l'alunissage a eu lieu pendant le jour lunaire qui dure presque une demi-lune. En fait, la National Aeronautics and Space Administration a jugé la nuit lunaire trop dangereuse pour l'alunissage, car la température y est extrêmement basse et d'autres conditions ne favorisent pas une sortie réussie des astronautes à la surface du satellite. Mais quel est le rapport avec le jour lunaire? Dans le contexte de notre question, permettez-moi de faire une petite analogie. Imaginez que vous vous trouvez sur une plateforme, entourée par une obscurité totale. Même s'il y a dans cette obscurité quelques sources de lumière très lointaines et donc relativement faibles, il vous sera difficile de les voir. Par exemple, lorsque la Lune n'est pas présente dans le ciel nocturne, il devient beaucoup plus sombre et nous voyons un plus grand nombre d'étoiles. Mais, lorsqu'elle se lève, sa lumière éclipse les étoiles et seules les plus brillantes restent visibles. Un effet similaire peut être observé avec un feu de camp. Tant que vous êtes assis près du feu, les étoiles sont invisibles. Mais dès que vous vous éloignez dans la forêt, le ciel vous émerveille par sa multitude d'astres. Voici un fait intéressant sur les premiers astronautes à marcher sur la Lune. S'ils s'étaient déplacés, par exemple, dans l'ombre du module lunaire, ou s'ils avaient risqué leur vie en allant dans l'un des cratères profonds et sombres, alors même en plein jour lunaire, ils auraient pu voir et photographier les étoiles.
C'est exactement ce conseil qu'a donné Armstrong aux astronautes du futur, d'ailleurs Michael Collins, qui a été sur la face cachée de la Lune. Cela s'est produit lorsqu'il, après que ses collègues aient atterri sur la surface de notre satellite, voyait assez clairement les étoiles. L'astronaute a décrit ses sensations dans ses mémoires. Dans celle-ci, il a notamment souligné que sur la face sombre de la Lune, qui n'est pas éclairée par le soleil, l'obscurité est si totale que même une personne entraînée en a la chair de poule. À l'endroit où se trouvait alors l'immense masse lunaire en passant, Michael Collins ne le savait que par l'absence d'étoiles, devinant que leur lumière était bloquée par le corps massif de notre satellite. Je me demande s'il a entendu les sons glaçants que les appareils captent parfois à cet endroit. Existe-t-il des raisons techniques pour lesquelles il est impossible de voir la moindre étoile sur les photos des lieux spatiaux? Les objets dans l'espace sont photographiés uniquement lorsqu'ils sont éclairés par le soleil, sinon ils seraient invisibles. En utilisant un temps d'exposition court, cette méthode est conçue pour capturer des objets ou des corps célestes lumineux. Par exemple, sur la Lune, la priorité était donnée précisément aux photographies des détails du paysage lunaire et non à tout le reste. Autrement dit, à cause du temps d'exposition court, la faible lumière des étoiles n'est tout simplement pas captée. Mais Apollo 16 a tout de même réussi à enregistrer des étoiles depuis la surface de la Lune. Cela s'est produit après l'installation d'un instrument destiné à étudier les nébuleuses et les astres, dont le temps d'exposition était réglé pour capturer des objets lointains et faibles. Et voici ce que cela a donné. L'objet céleste le plus lumineux sur cette photo est la Terre, éclairée par le Soleil. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles sur la photo, car seules les plus brillantes sont entrées dans l'objectif. Si l'exposition était encore plus longue, il y aurait plus d'étoiles. C'est la principale réponse à la question de savoir pourquoi on ne voit pas d'étoiles sur les photos prises depuis l'espace. Vous pouvez voir comment fonctionne la durée d'exposition en pratique sur cette photo. Plus ces paramètres sont courts, plus l'appareil photo peut capturer des objets lumineux, et inversement. Autrement dit, pour voir quelque chose de relativement faible, il faut régler une longue exposition, mais il ne sera pas possible de capturer les deux de manière qualitative en même temps. Alors, une autre question, pourquoi les astronautes américains n'ont-ils pas vu d'étoiles dans le ciel lunaire, non seulement avec la caméra, mais aussi à l'œil nu? La réponse est semblable à la précédente. L'œil humain fonctionne un peu comme un appareil photo. La pupille se dilate dans l'obscurité et se contracte à la lumière, à l'image du diaphragme d'un appareil photo. C'est pourquoi nous rappelons encore une fois le conseil de Neil Armstrong. Pour voir les étoiles dans le ciel lunaire, il vaut la peine d'entrer dans l'ombre d'un grand objet, comme un engin spatial, une montagne ou un gros rocher. Mais alors, personne n'a-t-il jamais photographié un beau ciel étoilé à proximité d'objets éclairés ? Il y a plein de photos de ce genre. Si l'on fouille dans les archives de la National Aeronautics and Space Administration, on peut trouver de telles merveilles, car la National Aeronautics and Space Administration a pris des clichés avec une longue exposition. En ce qui concerne la majorité des photos, leur objectif n'est généralement pas de capturer les étoiles, mais plutôt des objets ou des corps de la Terre, de la Lune ou des modules de la Station Spatiale Internationale. Et il vaut mieux le faire justement du côté éclairé, sinon ils disparaîtront visuellement. En général, la situation avec les photos dans des conditions de pollution lumineuse, par exemple tenter de photographier le ciel étoilé avec des lampadaires en arrière-plan, est aussi désespérée sur Terre que sur la Lune. Dans ces conditions, ce qui est faible restera invisible même si les étoiles, bien plus brillantes que les lampadaires, sont gigantesques. Il reste possible de photographier des astres très lointains. C'est une autre histoire, car la qualité des photos sera épouvantable. Lors d'une longue exposition,
Avant que les étoiles n'apparaissent, les autres objets seront fortement surexposés. Ce qui est réjouissant, c'est que nous avons la possibilité de voir l'espace sans jamais y être allé, par exemple d'admirer une beauté incroyable comme une photo de notre étoile mère prise depuis le Station spatiale internationale sur fond de nuages terrestres. Et oui, tous les objets situés à proximité de la Terre, y compris la Terre elle-même et les planètes du système solaire, ont été photographiés exclusivement du côté diurne. Ne vous laissez pas tromper par le ciel lunaire absolument noir sur la photo suivante. C'est uniquement en raison de l'absence totale d'atmosphère. Le reste, comme vous le voyez, est magnifiquement éclairé. D'ailleurs, c'est la même chose pour la Tesla Roadster SpaceX, lancée en orbite terrestre le 6 février 2018. Tout récemment, le 2 février 2025, l'un des astronomes amateurs a découvert un nouvel astéroïde situé à 240 000 km de la Terre. Mais la joie du découvreur n'a pas duré longtemps, même si l'objet a eu le temps d'être inscrit au catalogue du Centre des petites planètes et de recevoir son propre indice. Quelques heures plus tard, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une Tesla Roadster poursuivant son voyage en orbite. Au cours des 15 prochains millions d'années, nous en compterons environ 22 et avec le Soleil ou Vénus, 12. Mais nous répétons, si la Tesla Roadster qui a été envoyée en orbite terrestre comme charge utile par le vaisseau Falcon Heavy se trouvait du côté non éclairé, nous ne l'aurions pas vue, nous ne l'aurions pas vue, nous ne l'aurions pas vue